Salut, c'est Octobre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Vicos, le podcast où on parle des victimes et où on les aime. Je suis ravie de vous retrouver. En ce moment, il se passe beaucoup de choses dans la vie de la France. 2024 est marqué par un procès qui est historique dans l'histoire de la France, le procès de Mazan avec Gisèle Pelicot et sa fille qui joue un grand rôle, Caroline Darian. Merci à elle deux. Je suis quand même très fière de vivre ce moment qui va être sans précédent dans l'histoire de la justice en France et sur les violences sexistes et sexuelles. Il y a eu un avant et il y aura un après ce procès. J'ai l'impression que la justice va être complètement bouleversée. On peut plus se cacher, en tout cas on ne peut plus être dans le déni sur les violences, sur les VSS. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la justice était un petit peu... vous savez, comme cet emoji avec le singe qui se cache les yeux, qui n'entend pas et qui se met les mains sur la bouche. Et ben c'est exactement ça. J'ai l'impression que t'es vraiment... on met ça sous le tapis, on fait du mieux qu'on peut à chaque fois qu'on a des affaires à régler, mais on n'affronte pas la réalité qui est que les VSS sont partout, tout le temps, et tous les cas sont exceptionnellement difficiles à juger parce que les agresseurs et les agresseuses ne sont pas à l'image de notre imagination. C'est-à-dire, une agression, ça peut être un mari, ça peut être le petit copain, ça peut être le cousin, ça peut être le frère, ça peut être des gens très gentils dans la réalité. C'est pas une ruelle sombre obligatoirement avec une jeune fille en blanc et un homme monstrueux qui n'a pas d'âme et qui n'est pas humain et qui l'agresse. Bah non, en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est fou qu'on ne s'en soit pas rendu compte avant. Alors j'ai l'impression que, évidemment, qu'on le savait, mais ça n'avait pas autant explosé qu'avant ce procès. Et pour ça, je remercierai toute ma vie Gisèle Pelicot d'avoir eu le courage de porter cette affaire devant le monde. Parce qu'elle a été en couverture... du Vogue allemand, donc c'est pas finalement, ça concerne pas que la France, ça concerne le monde entier. Oui, c'est historique et ça va changer à tout jamais notre perception et putain, le sacrifice de Gisèle Pelicot est un sacrifice magnifique, quoi. Et c'est vraiment de cet ordre-là, quoi. Elle s'est sacrifiée pour que la société puisse avancer. Merci, quoi. Merci, il était temps. Ça va être un grand pas pour les victimes, donc je pense à nous, les petites vicos, qui vont commencer à arrêter de culpabiliser parce que leurs agresseurs n'étaient pas le monstre que l'on vend dans les films. Et qu'en fait, si c'est ton papa, ou si c'est quelqu'un de ta famille, ou si c'est quelqu'un que tu aimais bien à la base, bah ça ne change pas le fait que ce qu'il fait est très grave et qu'il faut le dénoncer. Je vais mettre des numéros en barre d'infos pour que toute personne qui se sente concernée ou qui soit témoin puisse avoir un numéro à contacter. Je suis particulièrement touchée par ce procès parce que moi j'en ai fait un de procès en 2021. J'ai fait un procès à un homme qui m'a agressée quand j'étais petite, quand j'avais 12 ans. Et j'ai porté plainte en 2020. Donc il m'a fallu 15 ans pour porter plainte. Et j'ai porté plainte parce que ce monsieur qui m'a agressée, qui s'appelle Nicolas, m'a recontactée. En fait, il m'a agressée il y a 15 ans, puis il est allé 12 ans en prison. Moi, je ne le savais pas, je n'avais pas de nouvelles de lui, évidemment. Et puis, il est sorti de prison en 2020, et la première chose qu'il a fait, c'est me recontacter en trouvant mon numéro sur Internet. Comme je suis comédienne dans la vie, je suis assez repérable et traçable. Quand on tape mon nom sur Internet, on a facilement accès à des données. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on pouvait avoir mon numéro de téléphone. Rassurez-vous, il a largement été supprimé. Mais voilà, c'est comme ça qu'il retrouve mon numéro et qu'il me contacte en 2020, juste avant le Covid. Merci Nicolas, j'étais de bonne humeur pendant le Covid. Et je me rappellerai toute ma vie de cet appel. Quand on est comédienne ou qu'on travaille dans le théâtre, on a l'habitude d'être appelé toute la journée par des numéros inconnus. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Comme on travaille en réseau, il y a pas mal de potes qui filent le numéro à quelqu'un. Et donc, c'est normal de répondre à un numéro qu'on ne connaît pas. Je précise ça pour anticiper les questions des gens qui disent « Mais enfin, répondre à des numéros inconnus, non. » Puis de toute façon, ça devrait pas être dangereux, en fait, de toute manière. Et donc, je vois un numéro inconnu qui m'appelle, et donc je réponds. Et quand j'ai entendu sa voix dans le téléphone,
j'ai tout de suite su qui c'était. J'ai eu une seconde d'hésitation en me disant « Est-ce possible ?» Mais j'ai compris très vite. Et c'est fou parce que il a parlé tout de suite énormément, il m'a déballé sa vie. C'était un appel lunaire en fait. J'ai décroché, puis d'un coup il m'a dit c'est moi, et puis il m'a raconté sa vie. Et moi je suis rentrée dans un état dissociatif, c'est-à-dire que je ne pouvais pas coller mon téléphone sur mon oreille. Ça me semblait trop proche, donc je l'avais mis en haut-parleur, je l'avais posé sur mon lit, et j'étais allongée à côté du téléphone et je l'écoutais parler. Mais j'étais là et pas là, enfin j'étais dans un état de choc qui était assez fou. Et pourquoi je l'ai laissé parler, pourquoi j'ai pas raccroché, pourquoi toutes ces questions-là qu'on m'a posées après, que la justice m'a posées, j'ai jamais vraiment su y répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je me suis rendue disponible pour cet homme. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je n'avais pas de plaisir à l'écouter. Enfin, j'étais curieuse, mais c'était extrêmement douloureux. J'avais mon cœur qui battait à 1000 à l'heure et je le laissais faire, et je pense qu'il y avait une partie de moi qui attendait de voir ce qui allait se passer. J'étais très curieuse de pourquoi il m'appelait et je me demandais, c'était ma grande question, si on allait aborder ce sujet, puisque finalement on n'en avait jamais parlé de mon agression. Et il m'a lancé des perches pendant cette conversation que je n'ai pas saisies, et j'ai compris tout de suite qu'il voulait parler de ça. Mais il y avait un endroit de moi qui ne supportait pas l'idée qu'il revienne dans ma vie et qu'il décide de me parler d'une agression d'il y a 15 ans, alors que moi j'en avais jamais parlé, et qu'il me décide de m'en parler. Je trouvais ça beaucoup trop violent. C'est pas à lui de décider quand est-ce qu'on peut ressortir ça du placard. Moi, mon placard, je l'ai verrouillé, je l'ai profondément mis dans une malle très loin au fin fond de mon cerveau. C'est pas toi qui déboule dans ma vie et qui me dit vas-y, maintenant on en reparle. Je trouve ça... Alors, je vous dis ça avec le recul. Sur l'instant, j'étais impossible de processer cette information. Je sais juste que je n'ai pas relevé les perches qui me tendaient pour me dire hey, tu te souviens de... Non, j'ai juste fait semblant de rien. J'ai dit que je me souvenais pas, etc. Je pense que je me préparais psychologiquement à en parler, mais je voulais que ça se fasse dans ma temporalité. De toute façon, il m'avait déjà... on était déjà dans un rapport de domination où il m'avait agressé plusieurs fois quand j'étais enfant. Mon moniteur de colonie de vacances, c'était le directeur de la colonie de vacances. Et là, on se retrouve dans un schéma où il redébarque dans ma vie, il reforce quelque chose. Je sentais qu'il allait falloir qu'on en parle, mais j'essayais à tout prix de contrôler la discussion pour que ce soit pas uniquement moi qui subis tout de lui, de A à Z. Et puis j'ai raccroché d'un moment. Et je me rappelle, je suis allée travailler, donc je suis comédienne. Le soir, je jouais au théâtre et j'étais sur une autre planète. Et j'étais vraiment... C'était fou. J'étais absente complètement. Et puis, il a commencé à m'envoyer des messages, beaucoup de messages. Il m'a demandé qu'on se rappelle. Et on s'est rappelé plusieurs fois. Dans la semaine, je me rappelle que ces appels, ça a duré une semaine. Il me rappelait et puis il me racontait qu'il était malheureux, qu'il avait envie de mourir, qu'il voulait se suicider. Et donc, quand je répondais pas au téléphone, il me forçait à... il me faisait du chantage au suicide. C'est fou parce que ce gars, il avait, je sais pas quel âge il a, mais en 2020, il devait avoir 45 ans à peu près. Et du coup, il sortait de prison, il était chez ses parents. Et il me faisait pitié. Sa vie me faisait pitié. Il m'a raconté aussi pourquoi il est allé en prison. Ça, c'est pareil, il m'a complètement imposé son histoire. Et c'était trop tard, c'est-à-dire que il m'a pas dit « Attention, spoiler alert, je vais te raconter mon histoire ». Non, il m'a balancé son histoire. Et c'est là que j'ai su qu'il était pédophile. Un pédocriminel terrible. Et donc nous voici en 2020, avec ce gars qui m'appelait et qui me parlait, et qui m'envoyait des SMS, qui m'envoyait des photos de là où il vivait. Et moi, je répondais à ces messages. Et encore une fois, vous allez sûrement penser, mais pourquoi ? Et d'ailleurs, cette question m'a été posée pendant l'enquête de la procureure. Pourquoi ? Pourquoi vous répondiez ? Quand on a été victime, j'ai l'impression qu'on cherche des réponses toute notre vie. Des réponses pour soi, avec soi, mais aussi des réponses de l'autre. Et le problème des victimes, c'est qu'il y a souvent un grand vide à l'intérieur, et on va passer notre vie à essayer de le remplir ou à essayer de reconstruire, de réparer, de soigner. Mais
c'est très particulier la relation avec l'agresseur. On parle du syndrome de Stockholm, les victimes qui tombent amoureuses de l'agresseur. Oui, je le comprends de ouf, et c'est pas du tout mon cas. J'ai pas le syndrome de Stockholm, mais il y a quand même un rapport où, particulièrement quand on est enfant, quand on se fait agresser très petite, l'enfant il comprend très vite que ce qui se passe c'est grave, mais il veut protéger, il veut pas qu'on s'inquiète. C'est pour ça qu'il se tait. C'est parce qu'il veut pas fâcher ses parents. Et il veut pas que ses parents soient tristes, soient fâchés. C'est pour ça qu'un enfant se tait. Parce qu'il veut protéger. Il n'a pas la notion de lui-même. Moi, je me suis tue pour ma famille. Parce que je voulais pas que mon père et ma mère soient tristes ou soient fâchés. D'abord fâchés contre moi. Enfin, est-ce que c'est d'abord fâchés contre moi? Fâchés entre eux, je voulais pas qu'ils se fâchent entre eux. Je voulais pas qu'ils se fâchent contre moi. Je voulais pas qu'ils se fâchent contre l'adulte. En fait, j'avais tellement peur de briser un silence, une sensation d'équilibre. Et adulte, ça continue et c'est quelque chose que la vicose se traînera toute sa vie. Cette peur de dire et de prendre le risque de briser un silence ou un équilibre. Et c'était pareil pour au téléphone, en fait, j'avais peur de lui faire de la peine. J'avais peur de, si je lui réponds pas, j'avais peur de lui faire de la peine, j'étais inquiète de... C'est fou comme quand on est une vicose, on n'a jamais peur pour soi. Enfin, il y a un endroit où c'est trop tard, c'est fucked up, mais on a peur, vraiment peur pour les autres. Qu'ils aient de la peine, qu'ils soient tristes, qu'ils soient fâchés, c'est fou, non? Ça me fascine toujours, ces mécanismes-là. Et puis, au bout d'une semaine d'appels, etc., où il pleurait au téléphone, où je prenais soin de lui, etc., ce qui est lunaire, hein, j'ai senti qu'il allait repartir sur le sujet de la colonie, et j'ai pété un câble. Je me suis laissé péter un câble, c'est-à-dire que j'ai senti qu'il allait prendre la parole et j'ai pas voulu que ce soit lui qui aborde ce sujet. J'ai hurlé en premier. Et quand j'ai hurlé, j'ai vrillé de la carafe, quoi. J'ai tout sorti d'un coup. J'ai tout déballé, j'ai tout hurlé d'un coup. Il n'y a pas eu comme un flot de merde qui s'est déversé. Je m'arrêtais plus. Je criais dans le téléphone. J'ai switché d'un coup, quoi. Puis après, j'ai raccroché. Et puis après, il me rappelait en boucle. Et je décrochais plus. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai plus décroché. Il me laissait des messages vocaux, etc. Et ça, c'était un vendredi soir. Et le samedi, je suis partie en week-end. Et puis quand je suis revenue, j'ai appelé une amie d'enfance du collège qui s'appelle Héloïse. Merci Hélo pour tout. Et puis je lui ai dit, est-ce que quand on était en cinquième, je t'ai parlé de quelque chose? Est-ce que quand je suis revenue de mon été de sixième, je t'ai parlé d'un truc? Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, je m'en rappelle. Elle me dit oui, tu m'as parlé de ça. Et je me souvenais plus du tout que je lui en avais parlé, mais j'avais un instinct, je sais pas pourquoi, qui me disait qu'elle était peut-être au courant. Et je lui raconte l'histoire, je lui dis tu vas pas me croire, c'est un film mais il est revenu dans ma vie et je veux que ça s'arrête. Elle me dit ok, on va porter plainte. Voilà pour la première partie de mon histoire. Si je raconte cette histoire, c'est parce que je comprends aujourd'hui qu'il est vital que les victimes puissent entendre les histoires des autres victimes. Parce qu'il y a autant d'histoires qu'il y a de victimes. Toutes les histoires sont absolument différentes. Et même si moi c'est passé, j'ai porté plainte, j'ai fait un procès, cet homme a été puni. Voir Gisèle et l'écouter, écouter sa fille m'aide beaucoup. Lire aussi des témoignages m'aide beaucoup et m'aideront toute ma vie. Et c'est pour ça que ce podcast existe. Alors, à bientôt pour la suite de cette aventure. Prenez soin de vous, reposez-vous, je vous embrasse. Ciao.